Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Cinécast, épisode 29. Alors ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux ont vu que ça allait être un épisode un peu particulier. Aujourd'hui, on est le 14 octobre, il y a toujours Stéphane, il y a toujours Aurel. Salut. Et il y a trois petits nouveaux. Chez qui d'ailleurs on se trouve Eric, Gilda et Cyril. Salut les gars. Salut. Peut-être vous laisser le temps de vous présenter à nos auditeurs, auditrices. Eh ben, est-ce qu'on dit qu'on remet ça là. Donc je refais la présentation. Fan de la première heure Cinécast. Hier soir, j'ai dit que j'avais écouté 3 épisodes. On m'a traité d'ingrat. Donc j'en ai écouté 18. Le dernier que j'ai écouté est l'un des meilleurs. Je l'ai pas dit hier soir. The Meg. Non, Pentagon Paper. J'avais beaucoup aimé votre analyse. Merci. Et ça m'a donné envie de voir le film. Voilà. Donc c'est, je crois, derrière, pour être honnête, le dernier que j'ai écouté. Donc je n'ai pas écouté que 3. Ouais. Gilda, bonjour à tous. Je suis très content de faire partie de ce podcast spécial Carpenter. C'est un peu le réalisateur qui m'a donné le goût de la cinéphilie. Donc voilà, je suis très content de participer à ce podcast. Eh bien, salut, Eric. C'est deux voix. Bonsoir. Non. J'ai déjà une demi-molle, moi, perso. Rien qu'à t'écouter, j'ai déjà une demi-molle. Normal. Ça m'arrive tout. C'est la vie. Non, auditeur fidèle du pod et donc très heureux de participer pour cet épisode spécial. Grand plaisir. Alors, épisode spécial, puisqu'effectivement on a quitté la Batcave pour s'exiler à La Rochelle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce soir, à 18h, dans quelques heures, John Carpenter donne un concert. On ne sait pas trop pourquoi à La Rochelle. Hier, il était à Barcelone. Il y a quelques jours, il était à Playel. En plus, Carpenter a une double actualité dans le sens où, à la fin du mois, sort une suite de son Halloween de 78, dirigé par une équipe un peu plus jeune, dans lequel il joue la musique. Donc voilà, double activité musicale, et donc on s'est dit qu'on n'allait pas laisser passer John sans se rendre à son concert. Et puis Aurel, toi t'as découvert qu'une association Jules et Jim de La Rochelle prévoyait de faire donc hier une petite rétrospective. Ouais, sur la journée, ils ont projeté je crois 3 films et un documentaire. Et dans les 3 films, je crois qu'il y avait Le Prince des Ténèbres, il y avait The Fog, et puis le documentaire. Et non, nous, c'est des livres, c'est pas The Fog. Ah ouais, c'est Invasion. Ah oui, c'est Invasion Los Angeles. Et du coup un documentaire. Et puis nous, on a pris la masterpiece, on a pris un petit peu on a choisi Halloween en fait. Voilà. Donc on a vu hier soir. Alors, pour ceux qui ont suivi les réseaux sociaux, il y a une petite histoire. Figurez-vous qu'on est arrivé donc hier soir un peu en catastrophe. On est allé voir le film, après on est allé dans un premier bar, après on est allé dans un deuxième bar, on a fait des bras de fer, on a rencontré des gens un peu chelous, on est rentré, on a mangé, on a continué à voir, on a enregistré un podcast qui a planté lamentablement, donc on a perdu à 4h du matin, ce qui fait que là on est dimanche et on réenregistre un petit peu les choses. Avant de s'attaquer à Halloween, sachant que ce podcast, il y aura une deuxième partie donc à la fin du mois, puisqu'on va probablement aller chroniquer le Halloween 2018. Donc en tout cas sur cette première partie, avant d'attaquer le gros du morceau qui est Halloween, est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, nous expliquer rapidement ce que ça représente Carpenter pour vous. Allez Gilles, tu as commencé toi là en nous disant que c'était... Ouais, moi le premier gros choc c'est New York 1997, je crois que j'ai commencé par ça. Évidemment un héros anti-héros hyper charismatique, une musique, des nappes de musique comme il sait faire. Il y avait tout John Carpenter dans ce film-là.
que des images qui restent en mémoire, un film qui a peut-être mal vieilli aujourd'hui visuellement, disons, mais en fait, voilà, quand même, Kurt Russell a toujours la classe, quoi. C'est le meilleur acteur du monde, faut reconnaître. Donc voilà, dans ce rôle-là, il est mythique, et il y a eu ce film-là, il y avait aussi The Thing, qui pour moi est un des meilleurs films d'horreur encore aujourd'hui, pour l'avoir rematé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc tout ça a nourri en fait moi mon goût pour le cinéma aujourd'hui, quoi. Allez, on se bouscule. Vas-y, Aurel. Moi en fait c'est simple, c'est quelqu'un que j'ai fui pendant très longtemps parce que en fait ultra flippé de ce qu'il fait. Ah mais voilà, donc en fait j'ai découvert les films extrêmement tard, et pour moi c'est c'est vraiment peut-être le cinéaste qui me terrifie le plus, et notamment The Thing que j'ai énormément mais que j'adore en fait, mais qui continue encore à me faire extrêmement peur. Tu sais que je regarde Shining et j'ai encore peur. Donc non, c'est quelqu'un avec que j'ai découvert en fait très tardivement, et du coup maintenant que je redécouvre en fait avec plaisir, là, notamment tu vois hier soir à Halloween, donc en fait c'est quelque chose que j'avais jamais vu, et donc c'était ça aussi qui était sympa, c'était de pouvoir du coup refaire ce film là, mais voilà, vraiment c'est ça pour moi, c'est quelqu'un qui fait des films qui personnellement me terrifient, mais vraiment ça marche très très bien avec moi. Donc au-delà de ce que j'ai découvert après, c'est-à-dire aussi moi c'est l'esthétique que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a des choses qui sont chez lui absolument, vraiment des plans, des choses qui sont, des films sont beaux, vraiment la photo, tout est travaillé. Et puis la musique, je pense qu'on en parlera quand même pas mal, parce que du coup je crois qu'on a un musicien qui va essayer de nous faire un petit live qui va essayer de nous faire le petit thème, Prendre quelques cafés. donc voilà, donc c'est plutôt ça moi du coup. Et toi, Cyril? Moi, voilà, j'ai connu le film dont je me rappelle le plus, parce que j'ai pas vu beaucoup de films, c'est Halloween 20 ans après. Celui qui me revient en tête en premier. J'avais vu Christine, que j'avais adoré aussi à l'époque. Et non, pas trop calé sur John Carpenter, je reconnais. Donc, mais ceci dit, passé un très bon moment hier soir. Donc, Sachant que le 20 ans après n'est pas un film de Carpenter. oui, plus. Donc tu vois, autant dire que j'ai vu que Christine et Halloween, et peut-être elle est. Ça t'a donné envie de voir Los Angeles, mais j'ai des vagues souvenirs, je suis pas sûr. Ouais. Et t'as envie de voir les autres de surf. T'as envie de découvrir les autres ou pas maintenant? Non, pas forcément. Non, je suis pas trop ému. Non, ça a l'air un petit peu chiant votre truc là. Non, je sais pas grand-chose. Malheureusement, je peux pas trop. À part parler du film qu'on a vu hier soir. En tout cas. Les gars? Un petit peu comme Gilles là, pour moi Carpenter c'est vraiment un des réalisateurs qui m'a donné le goût du cinéma, et de considérer aussi que le B, un film de série B est pas un mauvais film. Ça peut être, et c'est pas péjoratif, c'est simplement un film qui n'a pas les moyens d'un blockbuster, mais qui peut avoir beaucoup plus d'ambition narrative, visuelle certaines fois, et Carpenter il m'a vraiment à partir du moment où j'ai pu aller au ciné régulièrement, je crois que j'ai tous vu au ciné, donc depuis l'Entre de la Folie, donc avant je crois que j'en avais pas vu auparavant, mais Los Angeles 2013, je les ai tous vus au ciné, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment apporté ce goût d'aller un petit peu plus loin dans cette cinéphilie là, et dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma fantastique, voire le cinéma d'action à certains moments. Voilà, puis c'est quelqu'un qui me parle beaucoup, à partir où j'aime beaucoup le fait qu'il soit à la fois réalisateur, à la fois monteur, musicien, scénariste. Il est capable de tout, il a une vision globale de son taf, de son film, et je trouve que c'est très impressionnant. Ouais. Moi de mon côté c'est déjà des souvenirs de séances au ciné, quoi. Bon, j'ai pas commencé peut-être par les meilleurs, c'était je me souviens très bien de Vampire et de Ghost of Mars, mais clairement ça m'a donné envie de creuser un peu toute sa filmo, et ensuite en fouillant, et j'ai découvert vraiment un mec qui est un artisan, je dirais, c'est-à-dire que c'est un mec qui quand il met les mains dedans, il est à bloc, quoi. Et l'artisan charpentier. Un gars qui aime le bois, et
Non, mais clairement, et en plus, après avoir compris, quand tu découvres que c'est lui qui fait sa musique, et quand tu vois que la musique qu'il compose, c'est un petit peu ce que j'aime, quoi. C'est à base de nappes électro, tout ça. Clairement, là, je suis bien rentré dedans. En fouillant, Fog est pour moi quelque chose, vraiment un film étonnant. Après, effectivement, il y a des films qui foutent vraiment les foies, quoi. Je repense à L'Antre de la Folie, que franchement je prendrais peut-être pas plaisir à revoir. C'est vrai. Non, clairement pas, parce que mais dans il n'est pas flippant. Il y a quelque chose de malsain. Pour moi c'est le pire de la filmo, quoi. Et mais c'est, alors que dans les derniers, pour moi c'est de l'éclat, quoi. Les genres vampires, Ghost of Mars, mais là c'est une bonne barre. Vampire, c'est des westerns, mais des temps modernes, quoi. Et pour moi c'est vraiment des bons moments, voilà, quand tu vois comment il s'implique dans ses films, avec le peu de moyens qu'il a et le résultat qu'il peut obtenir, respect, quoi. Et le peu de confiance en fait que les studios peuvent lui accorder, clairement, alors que de battre pour monter des projets, ce qui au bout d'un moment l'a fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui il ne souhaite plus faire réaliser. C'est quelque chose. Il ferme pas totalement la porte, mais il est bien. À partir du moment où le projet l'intéresserait, mais tu sens que le mec il est très loin maintenant. Il fait sa zik. Non, je pense que la véritable contrainte financière où il faut faire des compromis, etc., ça l'intéresse plus. Enfin, monter un film, rien que au niveau du budget, c'est même parfois plus compliqué encore que de le tourner. Et on sent que ça, c'est plus du tout quelque chose qui l'intéresse. Je suis même pas certain que ça l'ait d'ailleurs intéressé par le passé. Mais t'es contraint de le faire, parce qu'il n'y avait pas de sous, quoi. Il n'a pas de sous pour payer des mecs pour le faire. De se dire il faut relancer, il faut rassurer, etc. Je pense qu'aujourd'hui ça l'intéresse pas, sauf à ce qu'effectivement il y ait un producteur. Il va peut-être finir en France comme Verhoeven, pas. Ouais, c'est ça, ouais. qui lui disent voilà, écoute, pourquoi pas, je m'étends sur la table et puis fais-toi plaisir. Mais bon, comme ça fait un petit moment qu'il a pas tourné. En plus, je vois mal toi arriver en France comme Verhoeven. Je pense qu'il n'a pas la même fibre, toi, auteur, que Verhoeven pour arriver à monter un projet avec Carpenter en France, t'imagines. Je pense que ce serait. C'est un peu éloigné de. Ou alors ce serait vraiment un truc très différent de ce qu'il aurait fait. C'est quand même un réalisateur de l'Amérique, hein. Donc je pense qu'il aurait du mal à. Enfin, on va en discuter dans Halloween, mais c'est quand même un cadre qui lui tient énormément à cœur. Donc je le vois mal se couler dans une autre culture. Après, en même temps, voilà, s'il y a une envie qui est là, pourquoi pas. Pour moi, Carpenter, c'est des souvenirs de VHS, en fait, de soirées VHS un peu interdites dans des zones de vidéoclub, un peu, pas cachées. C'est pas le coin du porno, mais les films avec des jaquettes qu'on montre pas trop. Voilà, c'est ça. Donc, et effectivement, je repensais à ça. C'est Gildas sur le New York 97. C'est Kurt Russell avec le bandeau, le cuir. Où on sait pas trop ce que ça va donner, et moi les deux que j'ai vus en premier, c'est effectivement New York et The Thing dans la même soirée. Et effectivement The Thing, c'est je crois que je l'ai vu après Alien, où on se rend compte que Alien c'est sympa, mais que The Thing ça développe quand même tout l'aspect paranoïa et finalement moi je trouve plus intéressant, parce qu'Alien c'est quasiment de la dégomme assez millimétrée dans un décor qui est nouveau, sympathique, etc. Mais Carpenter ramène le côté suspicion de chacun sans savoir qui est vraiment quoi. Et le seul que j'ai vu au ciné, c'est Vampire. Donc il y a une très bonne. C'est vrai que les Vampires, moi je l'ai vu pas mal de fois. Et je trouve que il se laisse voir. Et surtout, celui-là est très jouissif. Ouais. Il y a un côté très fun assumé là-dessus. Série B, ça c'est clair et net, mais vraiment de très bonne qualité et fun, quoi. Vraiment, tu sens qu'ils sont là pour. Puis ce qui est chouette dans ce film-là, c'est qu'il va vraiment à l'opposé des vampires dans les cercueils en satin. Le côté romantique du vampire, il n'existe pas. Les vampires sont dans des vieilles. Ils sont là pour trucider, bouffer. Et ils dorment dans la terre. Ils sont dans des vieilles baraques pourries. Et en face, t'as des cow-boys, quoi, qui viennent, voir même des mercenaires qui viennent les démastiquer et juste pour la maille, quoi. Et côté chauve-souris, non, ça n'existe pas, quoi.
ça se rapproche plus de 30 jours de nuit où c'est quand même quelque chose de très viscéral. Regardez-le là. Oh, il a l'œil qui pétille. 30 jours de nuit. Ah ouais, mais c'est vrai que je trouve que Carpenter et 30 jours de nuit, c'est après j'aime bien l'aspect gothique du mythe du vampire. Toi, il a quelque chose de très sympathique. Ouais. Mais moi, j'aime bien aussi l'aspect brutal, c'est-à-dire les trucs qui sont là pour bouffer et basta. Ils sont pas là pour t'ensorceler et ils sont là pour becter, quoi. Et ça j'aime bien, quoi. Sachant que pour moi la plus grosse claque ça reste Christine quand même. Moi, je suis fan de Stephen King et c'est vrai que je pense qu'à ce jour j'ai pas encore vu ça de 2017. Mais Christine, pour moi, c'est la meilleure adaptation d'un Stephen King. Alors la question de Shining est à part, mais en termes de fidélité, d'ambiance, de respect du matériau principal, mais en restant quand même une adaptation, le côté adolescence de l'Amérique telle que King le décrit depuis maintenant les années 70, c'est hyper fidèle. Et puis surtout la mise en scène avec la voiture qui se reconstruit, etc. Enfin, moi j'étais sidéré je crois que c'est la première fois où je vois autant après il y a le Seigneur des Anneaux qui rentre en ligne de compte, mais la mise en image telle que moi je pouvais l'envisager en lisant le bouquin à la télé en fait, et du coup je me revois un peu sidéré de dire bah oui en fait mais c'est la voiture on l'imaginait comme ça, les scènes on les imaginait comme ça, les personnages étaient vraiment comme ça, c'est assez confondant et d'ailleurs Stephen King est assez déçu que leur collaboration ait pas débouché sur autre chose. C'est la même chose avec Romero, où c'est un peu les deux regrets qu'il a de pas avoir finalement su alors Romero concrétiser au-delà de la part des ténèbres, je crois, mais de pas les avoir un peu plus peut-être soutenus dans certains projets, parce qu'a priori il y a plein de choses sur lesquelles ils bossaient les uns comme les autres, mais qui a jamais abouti parce que problème de financement, problème de confiance, le fait que ça reste quand même des films de niche, et donc le regret qu'il a, c'est de pas peut-être les avoir suffisamment soutenus pour développer des projets en commun, donc avec Romero et Carpenter. Autre chose à rajouter sur il y aurait beaucoup à dire, mais on peut s'arrêter là. Sachant que le fait qu'il cumule différentes casquettes, ça vient plus c'est pas une volonté d'être un contrôle fric, mais c'est plus un état de nécessité par rapport à des budgets qu'il pouvait avoir qui étaient extrêmement serré. Il y a alors j'ai plus la date en tête, mais il y a un petit article dans Le Monde à l'occasion du concert à la salle Pleyel, dans lequel il explique que à la base il aime la musique, mais c'était pas forcément il aurait préféré confier ça à un compositeur, etc. Mais s'il le fait, c'est que il a pas d'argent en fait, donc il faut le faire. Après c'est vrai que ça induit une utilisation de la musique quand même très particulière. Et puis, mais ce que je disais tout à l'heure, du coup il a une capacité à percevoir son film et à le concevoir quasiment sur tous les plans, quoi. Toi, s'il est au montage, s'il est à la musique, s'il est à la réalisation, il a son idée à lui et il va jusqu'au bout. C'est quand même rare en fait d'avoir cette capacité là à pouvoir tout faire. Peut-être juste un mot, ce qu'on n'a pas cité, The Worm, c'est son dernier film en date, en 2011. Ouais. Toi, tu l'as vu, Steph ? Moi, je l'ai vu. Bah oui, il était hyper attendu. Hein. Alors, il vient juste après, je sais plus si c'est une ou deux courts-métrages qu'il avait fait dans les anthologies Masters of Horror, qui étaient sortis milieu des années 2000, où là, on sentait le Carpenter sur la fin, après Ghost of Mars, et il n'y a plus rien qui se montait. Il revient dans cette anthologie Masters of Horror, où il y a Brian Usna, notamment, Landis et tout ça, qui font des moyens métrages, des courts métrages. Ouais, son segment à lui était pas inoubliable, et puis The Ward l'est vraiment pas inoubliable pour le coup. Ça reste un Carpenter, moi je trouve très très mineur, qui
qui est pas inintéressant, mais quand tu as en tête dans cette même veine d'un hôpital psychiatrique et tout ça, tu penses à Halloween notamment, tu te dis waouh, il y a quand même plus cette envie et il y a plus de matériaux de base quoi. Et ça manque de Carpenter tel qu'on peut le concevoir dans sa filmo des années 80-90, là où il est en pleine possession de son ciné, de son savoir, de ses envies, et on n'est plus dedans dans The Ward. Mais donc c'est pas un mauvais film, hein, mais c'est pas d'un intérêt incroyable. Ouais, il manque des vrais personnages bien caractérisés comme il sait les faire en fait. Par contre, il reste la gestion de l'espace la gestion des décors, ça il maîtrise à la perfection, c'est hyper classe. Mais en fait, il est vite oublié ce film. Ouais, toi aussi, moi j'ai jamais revu, tu vois, je l'avais acheté parce que je crois pas qu'il ait fait l'objet d'une sortie salle très importante. Non, moi j'avais chopé tout de suite à sa sortie DVD, mais moi je l'ai vu au Cinoche, mais je l'ai pas revu depuis, et il m'a pas donné envie effectivement d'y retourner, quoi, clairement pas. C'est dommage. Parce que c'est son dernier, quoi. Finir là-dessus. Son dernier, c'est vraiment ça, quoi. Il aurait dû finir avec Ghost of Mars, moi je pense. Non, mais vous pouvez. Je crois qu'il n'ait pas voulu finir là-dessus. Alors voilà, Ghost of Mars, on en parle depuis peut-être les premiers podcasts. Hein, facile. Mais pour moi, c'est alors très imparfait, et surtout quand tu le revois plusieurs fois. Et je l'ai revu plusieurs fois. Mais moi, c'était. Il sort en 2001. Moi, c'est pile le moment où Carpenter, c'est à peu près tout. Il rentre là avec Jackson, Rémi, tu sais, ils sont tous en train de faire des trucs là qui sont hyper bandants. Et Carpenter arrive, et je me souviens de cette double page dans Mad Movies dans laquelle il chronique, ils font la preview du film, et on voit une image d'un des martiens là qui est possédé et qui a les bras comme ça vers le ciel avec des têtes empalées sur des pics avec la terre rouge. Et moi j'étais mais fou en disant mais ça va être génialissime. Le film sur le coup je l'ai beaucoup aimé parce que j'adore le Big Daddy Mars, le monstre, et puis à la revoyure en effet il est un ton en dessous, mais je trouve il est très particulier pour moi. Voilà, c'est sans doute celui que j'attendais le plus parce que ça correspondait à un moment où je commençais à attendre les films, où là c'était très particulier. Il est peut-être un ton en dessous, mais quel film malgré tout. Je trouve que ça a de la gueule, quoi. Puis t'es fan de Kiss. Ça t'oublie de le dire. Allez, c'est pour ça aussi. On y va. Un clip géant d'1h30 comme ça. T'as pas déçu. Bon. On a fait le tour ? Ouais. Bon, on va marquer une petite pause et puis après on va s'attaquer au décryptage d'Halloween. Donc on a vu hier dans cette belle ville de La Rochelle. Donc effectivement hier on est arrivé à La Rochelle, on a retrouvé les gars et on a pu profiter du dernier film de la rétrospective, donc à savoir Halloween, dans une copie en VO, alors je sais pas si c'est une copie restaurée, mais en tout cas qui était quand même très très propre, dans un super ciné, le CGR Olympia. Une vieille salle qui a du cash, salle numéro 1, qui a la gueule. Allez-y dans cette salle numéro 1, les films sont produits. Vous avez de la chance, les gars, d'avoir une belle salle comme ça. Les fauteuils, les fauteuils, c'est un vrai bonheur. C'était top. Rien à envier au Concorde nantais. Ouais. Ah, si ce n'est le côté balcon, tout ça, moi j'ai. Voilà. Après le Concorde, on était même trop bien installé. Parce que si le film est merdique, tu t'en vas. Ça c'est clair. Voilà. Ce Markham Festival, il y a des bouts de films qu'on n'a pas tout le temps, forcément tout. Ça a été un peu compliqué ça. Halloween, qui veut nous résumer rapidement l'intrigue pour ceux qui n'ont. Ouais, alors ce qui était rigolo cette séance-là, c'est que donc on était 6 à aller voir le film, et c'était pas une découverte pour tous, certains l'avaient déjà vu, d'autres par contre non. Ouais, non, moi j'avais pas vu. Moi non plus, je me rappelle pas l'avoir vu non plus. Ouais, 3. Donc ouais, 3 c'est sur ça, 3. on était à moitié. Ouais, c'est ça. 3 partout. Ouais. Donc Halloween, au-delà d'intérêt donc d'avoir une nouvelle version, enfin une suite / nouvelle version en 2018, c'est le 3e film de Carpenter, 2e film de studio après Assaut, $300 000 de budget, 47 millions de recettes, donc c'est un des films les plus rentables. Ça raconte l'histoire donc de Michael Myers, à ne pas confondre avec Mike Myers, même si je pense qu'on va la faire et que
et que voilà, qui à l'âge de 6 ans, pour des raisons complètement obscures et qui sont pas forcément expliquées dans le film, se décide d'aller tuer sa sœur le soir d'Halloween. Finit emprisonné dans un hôpital psychiatrique pendant à peu près une bonne quinzaine d'années, s'en échappe de manière un petit peu cavalière, et décide de revenir dans la ville, d'origine, pour s'en prendre à une nouvelle génération de jeunes gens en chaleur qui décident le soir d'Halloween de faire des trucs pas très catholiques. Et donc parmi ces jeunes se trouve Jamie Lee Curtis, qui est, je crois, alors pas totalement révélé au public dans ce film-là, mais qui est c'est son premier vrai grand rôle au cinéma. Voilà pour l'histoire. Je vous laisse la parole pour... Allez les Rochelais. On a oublié de dire qu'ils mettent en vente la maison des parents, c'est sûrement une bonne raison aussi pour lui de revenir et venir trucider tout le monde. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être un mec qui supporte pas. Stéphane Prezza, quoi. À partir du moment où ils mettent la clé sous le tapis, c'est le début des emmerdes. On voit les visages apparaître. Vous m'avez pas demandé. Ça, c'est mon héritage, C'est ma maison. J'ai l'usufruit. Peut-être d'abord commencer sur la scène d'introduction du film, qui est quand même très particulière et assez iconique. Vas-y. Motivation, les gars, quoi. Mais cette scène en fait qui est du coup exclusivement du point de vue Du gamin. On sait pas que c'est le gamin. On sait pas effectivement que c'est ça qui est 5 premières minutes. En fait, voilà, on est dans la position d'un voyeur, un peu en fait, d'un voyeur, donc qui est à l'extérieur d'une maison et qui regarde ce qui se passe dans le salon. Et donc on voit effectivement deux ados en train de fricoter. Donc très clairement, ça va brûler du caoutchouc. Et donc à partir du moment où il monte à l'étage, on vous a prévenu. et donc à partir du moment où on monte à l'étage, en fait, on peut. Et donc je vous sens déstabilisé. Là, tu nous as coupé. Et donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est vraiment dans la position, donc on suit avec on a le point de vue exclusivement de cette personne qui donc est à l'extérieur de cette maison et Matt, et donc par la suite va chercher à entrer, va monter, va récupérer un couteau, va récupérer un masque, va se planquer un peu quand le petit ami va partir une fois son affaire faite et laisser en fait la jeune fille en haut, et puis on va suivre du coup cette personne monter, récupérer un masque, et du coup là le point de vue est encore plus intéressant puisque le masque est mis sur la caméra, on voit à travers les yeux du coup de ça, et on va le voir vraiment de façon très malsaine, un peu errer et rapidement se diriger vers la jeune fille qui va donc en fait Le reconnaître. larder, Le reconnaître en disant Michael, qu'est-ce que tu fais? Donc il va la larder de coups de couteau, descendre dehors, et on va voir la voiture arriver, donc on devine un peu que c'est les gens qui habitent là, et en fait on va s'apercevoir que c'est le petit frère de la personne qui vient d'être tuée, qui est en fait qu'un tout petit gamin habillé dans un habit de clown, qui porte un masque de clown, et donc la caméra de façon assez géniale, hein, il y a ce plan où tu le vois avec le couteau en fait qu'il tient à la main quasiment dressé en fait, avec le masque qu'il a laissé tomber, voilà, et il est au centre des deux parents qui sont circonspects. La mère ne trouve rien de mieux à faire que de remettre tranquillement ses mains dans ses poches, ne s'étonnera absolument pas qu'il ait un couteau rempli de sang mais d'à peu près 40 cm de long. Mais qu'est-ce que tu fais, Michael? Mais vous imaginez un petit peu le choc que ça a dû être pour les spectateurs, les premiers spectateurs qui ont vu ces extrêmement ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est non seulement un plan séquence, donc du démarrage du film jusqu'au moment où le père enlève le masque donc de la caméra, et où là ça coupe, et donc on est à 180 degrés filmant Michael Myers de face, donc c'est à la fois un plan séquence mais également un plan en vue subjective. Donc effectivement, je pense que ça devait être quand même sacrément perturbant. T'imagines, les premiers spectateurs qui vont dire, oh putain, c'est un mot. Il l'est encore un peu, je trouve. Mais ça a marché. Ah, tu savais pas? Mais non, je savais. J'étais pas sûr si tu veux. Moi, je savais pas que c'était un gamin. Moi, je savais pas que c'était un gamin. Je savais pas qu'il avait tué. Enfin, tu vois. Pour moi, tu dis, sa sœur, c'était
Jamie Lee Curtis. Ah oui, d'accord, oui, ah oui, d'accord. On en parlera oui, après, mais je c'est pour ça qu'en fait je comprenais pas tellement en fait le truc. Alors, d'accord. Je me suis douté que c'était lui. Je veux dire, quand il prend un couteau, tu te sens que c'est pas pour éplucher des patates. Mais si, mais c'est tard. Ou une belle patate. Hein. Une belle patate. Ou des citrouilles. Une grosse citrouille. Et du coup, je trouve que ça fonctionne toujours, moi, dans le côté un peu. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est tout de suite dans le côté. Quand tu vois après, ça va être redéveloppé dans le film, mais cette espèce de menace sourde qui, encore une fois, qui traîne à l'extérieur de la maison, toute la base du film est là. C'est-à-dire que cette espèce de présence qui s'introduit dans les maisons, qui va de pièce en pièce, qui fait pas de bruit, qui surprend les gens pour ensuite repartir un peu comme il était venu. On a déjà cette base-là, cette espèce de cheminement un peu fantomatique, un peu sourde, qui est hyper intéressant. Au-delà du fait que une ouverture de film qui est dans lequel très clairement Carpenter veut aussi montrer que frapper fort dès le c'est clair, en 78 ouvrir le truc sur un gamin tueur, tu peux pas faire plus transgressif et plus intéressant. Puis avec une idée de cinéma qui est quand même assez intéressante, un plan séquence en vue subjective, puis dur, hein. Alors, éventuellement à un moment donné on peut voir qu'il peut y avoir un raccord, mais autrement j'imagine que ça peut être un plan séquence complet, quoi, et ça a de la gueule, non? Clairement. Il y a un truc du coup en vous écoutant en fait qui me revient, c'est que si j'essaye de remettre ça dans le contexte de l'époque, la sortie du film, en fait, ce type de procédé là, il était vachement utilisé dans les giallo, où on voyait toujours un pervers poursuivre ou suivre en tout cas une nana, mais c'était toujours un adulte et puis un acte sexuel, en tout cas suggéré avec le couteau, quoi, avec le plantage au couteau. Et là effectivement le fait qu'on démasque et que le tueur et que ce soit un gamin, ça doit encore plus ajouter au choc du truc. Et le procédé, effectivement, il fonctionne super bien et ça annonce en plus tout ce qui va se passer et la façon dont ça va être filmé pendant 1 heure et quart après, quoi. Et voilà, ça prend dès le départ et ça lâche plus le spectateur, c'est hyper fort. Sachant qu'au niveau technique, alors je vais pas m'avancer, je pense que Mathieu, notre kubricien, nous corrigera probablement dans les commentaires. Shining c'est années 80, je crois qu'en 78 la Steadicam elle est pas encore totalement déployée, ce qui fait qu'au-delà de ça, la performance technique de se balader avec une caméra péloche sur l'épaule pour faire tout ce plan séquence en vue subjective qui reste en plus assez dynamique, parce qu'on sent les hésitations à travers une fenêtre, il essaie de passer par l'arrière de la maison, il revient, puis il repart par l'arrière de la maison. Enfin, c'est pas un plan en plus qui est lourd. Il y a on doit amplifier le mouvement quand il monte dans les escaliers pour vraiment sentir la déambulation. Enfin, c'est effectivement, c'est un peu bizarre, nous, d'essayer de recomposer le choc que ça a pu être en 78, parce que derrière on a vu Doom avec ce super plan séquence de larmes. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'effectivement les gens ont dû à la fois être conditionnés par le fait qu'ils allaient voir pas n'importe quel film, parce que je pense que la réputation avait commencé à influer et à infuser là-dessus, mais de là à se dire voilà ce qu'on va prendre dans la tronche, ça va être un peu ça devait être un véritable choc. S'ensuit une scène de 15 ans plus tard de fuite de l'hôpital psychiatrique, qui est peut-être le segment du film le plus cheap. Cheap, c'est ça. Scène dans la voiture, c'est là où tu ressens peut-être le plus le poids des âges et puis c'est bizarrement monté, c'est bizarrement filmé, c'est assez brouillon. Sauf les quelques secondes où les phares montrent ceux qui sont échappés déjà. Enfin, ce que pour rappel, c'est le en fait qu'il a ouvert les portes certainement de l'asile. Donc en fait, quand c'est une scène où ils arrivent de nuit. Sous orage, voilà, ça flotte, ils voient rien du tout. Et en fait, les phares de la voiture vont éclairer en fait des silhouettes blanches qui sont des malades qui se trimballent en chemise de nuit. Et ça, je trouve que c'est ultra angoissant, puisqu'on voit pas les visages. Je dirais, c'est un peu des zombies, c'est un peu. Et donc tout de suite, je trouve que c'est un truc qui met un peu de tension. Alors le reste de la scène, va un peu. Faire pchit, et c'est sûr que c'est quelque chose qui a peut-être le plus mal vieilli du film, mais ne serait-ce que ce truc là, ça vaut le coup. Encore une fois,
petites fulgurances comme ça qui t'aiguillonnent et qui fonctionnent vraiment très très bien. Et donc Michael Myers va donc s'enfuir en break. En break. On peut dire break que Volvo. On peut dire que c'est un mec qui a du goût quand même, oui, qui prend du break. Qui donc s'enfuit, poursuivi par son médecin joué par Donald Pleasance, qui va temps du trajet. Il est pas black. Non, c'est ça, c'est un mec de Blaxploitation. Qui, en même temps, qui remonte sa trace vers la ville fictive. Pour expliquer, lors du premier enregistrement, de cette nuit, Franck était persuadé que Donald Pleasance était. Et il est vachement bronzé dans le film. non, il a le droit de faire des UV. Voilà, mais c'est ça. T'es sûr qu'elle a fonctionné ton opération à la cataracte? Donc en tout cas, Donald Pleasance remonte la trace de Michael Myers, présentant qu'il va retourner dans son ancienne maison, essaye d'appeler les forces de police du coin qui ont à peu près rien à foutre, et très rapidement on se retrouve donc dans cette ville de l'Illinois à suivre 3 jeunes filles qui commencent à planifier leur soirée d'Halloween, et donc ça permet à John Carpenter à la fois d'instaurer assez progressivement la présence de Michael Myers et de dresser un portrait de la jeunesse américaine au travers de ces 3 jeunes filles. Puis ensuite, voilà, le film va s'installer progressivement jusqu'à quelque chose qui n'est pas expliqué. Pourquoi, dès le début, il s'en prend et il suit l'héroïne? Je rentre chez lui. Ouais. C'est la première. Mais parce qu'il la voit. C'est elle qui vient déposer la clé sous le paillasson. Il la voit tout de suite. Et donc ça, c'est le prétexte au fait qu'il décide. Heureusement que c'était pas une chèvre. Enfin, toi, on aurait été. C'est le père de Jamie Lee Curtis, l'agent qui l'envoie déposer, qui est chargé de la vente de la maison dans laquelle s'est passé le crime originel. Ouais. Avec un plan qui est flippé aussi, du coup, moi qui m'a fait sursauter. Alors bon, c'est pas compliqué de me faire sursauter, ça vous le savez déjà. Mais le plan où en fait, du coup, tu vois quand elle dépose les clés, mais de l'intérieur de la maison, à travers une espèce de moustiquaire en fait, délabré. Et donc on est dans la pénombre du couloir d'entrée. Et juste à ce moment-là, il va apparaître en fait de l'épaule, de l'épaule, avec un peu on voit du cheveu, enfin le visage, etc. Moi, ça m'a fait, j'ai fait un bond de 50 centimes. Oui, mais en plus, très clairement, on ne s'attend pas forcément à le voir là. Non, je m'attendais en plein jour. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, dès le début, on le voit en plein jour. C'est ça. Et ça, moi, je m'y attendais absolument pas. Je pensais que, assez classiquement, on attendrait la nuit, qu'il se passe des choses, etc. Et en fait, non, il commence en fait son obsession et sa traque obsessionnelle de l'héroïne dès le départ, en plein jour. Et ça, je trouve que c'était. Notamment, il va rencontrer des gosses, quoi, en plein jour. Enfin, c'est assez chouette, je trouve, de ça. Ouais, parce que Carpenter fait le pari de le montrer, alors jamais en plein cadre. Non, tu vois, de toute façon. Mais il suggère pas sa présence, il le montre. Ouais. C'est même parfois peut-être un peu drôle, sa manière d'apparaître aussi, aussi cool dans les rues. Il sort d'un bosquet, il revient. Peut-être parce que pour lui, il voit pas où est le problème. Oui, non, clairement. Il est fou. Oui, il y a un petit peu de ça, sûrement. Je suis peinard avec mon masque, mon braque de chasse. J'essaie de lever la meuf. J'ai mon combat de garagiste, j'essaie de lever de la meuf, c'est cool, quoi. Je me fonds dans le décor. Personne ne me fait chier. Non, mais c'est vrai que du coup, ça va donner un côté qui n'est pas attendu, je trouve, dès le départ, de le faire tourner autour de cette nana en plein jour et de le montrer assez. Et puis assez du coup, quand tu vois qu'il peut apparaître n'importe où en plein jour, tu te dis en fait il peut être n'importe où, n'importe quand. C'est impressionnant ça. Il peut arriver n'importe où. Toi, en effet, le fait que ce soit pas forcément dans l'ombre, que ce soit pas forcément la nuit, que ce soit pas forcément quand il y a personne, parce qu'il est capable aussi de faire ça quand il y a du monde. Tu dis en fait il peut venir n'importe où ce mec. Donc un petit peu stressouille. Oui, parce qu'en fait on suit pendant. Alors c'est peut-être le deuxième tiers du film où on suit les 3 jeunes filles du lycée jusqu'à chez elles qui se préparent à la soirée d'Halloween. Jamie Lee Curtis, elle va se retrouver bloquée à garder un enfant et se retrouve spectatrice de ses 2 autres copines qui elles ont prévu d'aller retrouver leur copain, batifolés, etc. Ah non, donc il y a X aller-retour
Non, elle voulait faire du popcorn. Attends, elle a le but était clairement pas de lire du Baudelaire. Hein. Non, elle veut faire du... Non, il y en a une qui a dit qu'elle voulait faire du popcorn. Du popcorn, ouais. Et donc en tout cas, on suit pas mal d'allers-retours de lieux A vers des lieux B. Donc on a effectivement des grands travelling. Mais sachant qu'en fait, t'es tout simplement sur deux maisons qui se font face à face. En fait. Alors pas au démarrage, parce qu'elles habitent à plusieurs endroits. Mais c'est vrai que la géographie de la ville, tu commences à la cartographier. Tu vas te retrouver en fait dans un dispositif qui est hyper malin, de deux maisons qui se font simplement face à face et un système d'aller-retour en fait, soit à travers des conversations téléphoniques, et donc c'est ça qui est aussi extrêmement malin. Tu parlais de la gestion de l'espace, encore une fois, là, les deux maisons face à face, on comprend tout de suite quoi. Et puis c'est assez jouissif la façon dont tu organises ça. Mais la préparation, c'est pendant ces allers-retours où lui apparaît effectivement incalculable de fois. Lui aussi se prépare. Et puis c'est très pratique aussi, voilà, pour pouvoir le montrer de temps en temps sans qu'il soit dans une des maisons, il est dans l'autre maison, mais on le voit à l'extérieur passer par moment. Ah bah il s'emmerde pas quand tu transportes, il cherche un cadavre, le mec il arrive avec la lumière sur perron, tranquille, genre tu vois il s'essuie les pieds, combien de temps, avec le cadavre sur les mains. Au calme. Tranquille, posé. Sauf que toutes ces apparitions sont accompagnées de son thème musical, parfois même avant son arrivée dans le chant, ce qui fait que on a aussi ce mécanisme de repère musical qui intervient en disant on a sa mélodie qui commence, sachant qu'on voit une voiture au loin, puis effectivement en se rapprochant c'est le break qu'on distingue, ou alors ça peut devancer, ou alors la musique part après qu'on le voit. Il y a tout un jeu qui s'instaure à ce niveau-là et qui fait effectivement monter la pression juste par une présence, parce que pendant ce temps-là il n'a pas de geste particulier, il est juste présent, il surveille, il regarde, il n'y a pas de velléité particulière, même si on se doute que il n'est pas là pour enfiler les perles, quoi. Oui, sachant qu'après tu vas en fait, moi tu vois, le principal pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est que en fait tu vas te surprendre pendant tout le film, regarder en fait à travers le moindre élément du décor, à le chercher en fait. Et c'est ça qui devient, c'est ça que du coup, à force de l'avoir caractérisé comme ça fonctionne bien, ça prend, et toi-même tu te mets à l'attendre et à le chercher en fait. Pas forcément en regardant ce qui se passe au premier plan, mais à vraiment le chercher dans le fond, quoi. Et c'est vraiment ça. Même des fois, tu le cherches et tu le vois pas, et tu le tomberas pas. Oui. Moi, je pense toujours à la scène de la buanderie où tu te dis bon, c'est clair, elle va y passer. Il est là, mais c'est à ce moment-là, je mets ma lessive, je fais ma. Tu te dis que c'est bon. quand est-ce qu'il arrive? T'es là, bon. Et là, finalement, au bout de 2 minutes, tu te rends compte, non, c'est pas maintenant. Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Mais tout ça. Et t'as flippé pendant 2 minutes. Ça dure longtemps. Parce que du coup, elle fait plein de trucs, elle se retrouve coincée. Enfin, tu vois, il y a même un peu même quand elle appelle la gamine, tu vois, tu te dis, il va se lâcher la gamine, qu'est-ce qu'il. Et en fait, non. Non, on va attendre 5-10 minutes. On se fait juste bien mariner en disant on te fait claquer des portes, etc. Il est là, il est pas là. Elle a pas encore couché. Et voilà, son leitmotiv aussi, c'est ça. De zigouiller. Il se doute bien qu'elle a pas l'air farouche quand même. Elle a déjà vu le look. Ouais, mais elle est en culotte, elle se trimballe en culotte chemise. Elle est passée à l'acte et lui il passe pas à l'acte avant. Jamie, c'est la bonne copine, elle a pas prévu. Et pourtant, elle l'a vu. Donc il faut peut-être la liquider. Sachant que tu disais Aurel hier soir dans ce podcast quand même très alcoolisé que c'est quand même raisonnable. Non maman. Moi je me souviens pas. Non, un verre à la fois. Non maman. Il y a une logique de home invasion en fait qui est assez intéressante dans la dernière partie du film, dans lequel ça y est là. Chacun a fait ses petites affaires. Effectivement, le cap de certaines choses étant faites, c'est bon. Maintenant, lui, il peut définitivement s'en prendre à elle. Ou c'est. Son outil, quoi. On peut le dire. Oui, c'est ça. Mais il l'a dit avec. Non, mais moi, je suis un C'était hyper classe la façon dont il l'a dit. Mais c'était un podcast grand public. Après, derrière, YouTube, ils nous disent. Vous avez dit Ken ? Vous avez dit. On a dit que Ken ça passe. Ken, c'est le copain de Barbie. Ouais. On comprend plus. En tout cas, voilà, il y a une logique d'essayer maintenant de rentrer dans les maisons, et donc du coup, on se retrouve avec
cercles un peu de maison hantée dans lequel il va essayer de rentrer par un endroit puis ensuite par un autre, et on a donc cette forme fantomatique qui essaye de se dissimuler mais dont on sait que la musique est présente, donc on va l'apercevoir, et effectivement le film déroule avec toujours des retours parfois à de la caméra subjective, alors sur des plans qui sont quand même beaucoup plus courts, mais dans lequel avec le souffle ça c'est le deuxième truc, la musique, et la deuxième chose c'est cette espèce de respiration engoncée dans ce masque là et qui devient hyper oppressante, puisque c'est aussi un signal qu'il va utiliser pour te montrer qu'il est là en fait. Et le souffle est même pas utilisé forcément quand tu es en mode vue subjective, où toi là tu peux dire je vois par ses yeux donc j'entends sa respiration. Il y a aussi à certains moments où, notamment quand un des petits copains va chercher une bière au frigo, et donc il va chercher sa bière, et donc il est dans cette cuisine toute noire, illuminée simplement par le truc du frigo, et t'entends la respiration. Alors que même t'es pas en vue subjective, parce qu'il apparaît t'as plus besoin de le voir, donc t'as simplement la respiration, et effectivement 10 secondes après il se fait trucider, mais la respiration elle est même utilisée. Mais elle reste longue, parce qu'il sort sa bière, machin, il s'installe. Mais ça qui est rigolo, c'est que normalement tu peux dire la respiration elle est intimement liée à la vue subjective, et en fait pas du tout. Il a décentre en fait, tu vois, cette respiration, et tu l'entends sans même être dans les yeux du personnage, quoi. Voilà. C'est le souffle de la bête. Les chasses. C'est un animal. C'est un animal, ouais. D'ailleurs, c'est le seul chien. Seul le chien le détecte en fait à distance. C'est comme. Alors on en parle du chien ? Non. Ça montre juste un peu plus de cruauté, même sur les animaux. Il a même pas de respect pour les animaux. Pas beaucoup d'adultes représentés dans le film. Impuissants, en tout cas. Impuissants ou assez peu capables de protéger. Alors même complètement absent, puisque le fameux médecin qui est à sa poursuite et qui semble à la fois le plus grand connaisseur tu veux dire qui fait des UV. C'est ça, ouais. De la bête, et qui a parfois même d'ailleurs des dialogues assez surréalistes. Ouais. Mec, ça m'agace, De toutes les conneries, on a juste pour celle-là. Qui se lance dans des grandes tirades en disant c'est la Bex, à peine si il égorge pas des enfants à main nue dans la manière dont il est décrit. Alors qu'il s'en prend pas aux gamins. Il a mis l'occasion d'en shooter là, et en fait non. Ils sont innocents. Peut pas tester. Ah ouais, mais il y a bien sûr. Bien sûr, il y a la question. C'est la racine du slasher, mais. Et en tout cas, ce médecin-là qui représente l'opposition la plus déterminée face à Michael Myers, il est à l'autre bout de la ville, en train de faire le planton dans un fourré à l'ancienne maison, où l'autre il reviendra jamais en fait. Bah non. Et donc toutes les adultes sont vraiment tenus à distance pour se focaliser sur les 3 jeunes filles et le mec de l'une d'elles qui finissent effectivement par quasiment tous y passer. Mais c'est lui d'ailleurs, le seul truc de ce médecin-là, c'est lui aussi qui apporte, dans son discours, cette espèce de dimension un peu mystique. C'est plus seulement, c'est peut-être aussi là aussi que c'est un peu rigolo, où c'est un peu vieilli, c'est qu'il tient des discours qui sont complètement surréalistes en fait. Il va nous dire que c'est pas seulement un être humain, mais qu'en fait c'est le mal, qu'il l'a vu grandir, et qu'il y a quelque chose qui grandit dans ce corps qui est vraiment la pire chose, et c'est lui qui va du coup nous entraîner aussi sur cette voie un peu du fait qu'on n'est pas affaire à un simple dégénéré en fait. Oui, c'est ça. C'est pas qu'un croque-mitaine, c'est pas qu'un croque-mitaine, c'est surnaturel, il apparaît, il disparaît. Mais en fait, il rejoint la légende à un moment donné. C'est-à-dire qu'on parle de croque-mitaine assez régulièrement, les mômes, on est au moment d'Halloween forcément, donc il parle de croque-mitaine qui va venir le chercher, qui va venir les chercher. Et à un moment donné, Michael Myers devient ce croque-mitaine et donc embrasse la légende, quoi. Il devient cette bête un petit peu légendaire. Avec un truc qui est suggéré et qui reste quand même vachement flippant, c'est que pendant que ces jeunes filles déambulent entre une maison et l'autre, que lui se balade, etc., il y a des gosses qui vont chercher leur bombec, qui font le tour des maisons et qui peuvent être potentiellement témoins de choses ou ça peut faire percevoir
certaines. Le soir d'Halloween, donc les déguisements. C'est pour ça que aussi qu'il passe, il peut passer. Il arrive à fondre là-dedans et de rappeler que, mine de rien, voilà, en traversant une rue, Myers pourrait tomber aussi sur des gosses. Donc c'est une menace qui est assez diffuse dans tout le film, et par certains petits plans de temps en temps, hop, on voit un plan large dans lequel on voit des gamins passer au bout de la rue, et on se dit ah oui, mais en fait il y a une vie dans ce quartier-là qui continue malgré tout ce qui s'y passe. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur Moi, il y a un petit détail dont on n'a pas parlé hier soir d'ailleurs, en fait, qui m'est revenu, c'est le. Je pense qu'on a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues dans les limbes. Non, en fait, alors, je sais pas si vous avez forcément percuté sur le film qui regarde en fait les gamins dans la maison. The Thing, quoi. Alors, je sais pas si vous avez des anecdotes à ce sujet-là, mais j'ai pas trop d'infos. Voilà, je sais qu'il était fan. Produit par Howard Hawks. Comment ? C'est produit par Howard Hawks, The Thing, mais il est pas. Oui, par Howard. Si. George Newby, la réalisation. D'accord. Je sais qu'en tout cas Carpenter est hyper fan de Howard Hawks, et donc voilà, il va faire le remake 4 ans après Halloween en fait. Je sais pas si c'était déjà un clin d'œil parce que c'était amorcé ou quoi, je ne sais pas. Ça doit pas être gratuit. En tout cas, c'est déjà t'as vraiment un hommage. Oui, voilà, parce que je sais base. Après, est-ce qu'ils s'imaginaient en refaire pour refaire le remake, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que quand tu reprends toi rétrospectivement, c'est absolument génial. C'est énorme. C'est absolument génial. Puis bon, Planète Interdite après, mais ça c'est Planète Interdite. Je sais pas le rapport qu'il a avec ce film-là, mais pareil, c'est quand même un film mythique. C'est Ghost of Mars, je pense. Voilà, il a peut-être fait le remake de Ghost of Mars. On va dire ça. Il a vu ça, il a vu le clip de Kiss, il s'est dit il va faire les deux, quoi. Planète Interdite. Le crossover. Planète Interdite Kiss. Et ça sera mon dernier film. Après ça, je peux mourir tranquille. Ça, il y a un concert à La Rochelle. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une version longue d'Halloween? Ah bon? Wikipédia, mon ami. Il y a 2 versions, donc alors sachant que ça a été tourné à Pasadena, donc pas du tout. Pas du tout dans l'Illinois à la période d'Halloween. D'ailleurs, c'est parfois assez drôle parce que il a pas l'air de cahier des masses dans l'Illinois, alors que c'est quand même plutôt. C'était tourné en mai le film, et c'est pour ça qu'à un moment donné t'as des arbres qui sont ouverts et puis t'as des lâchers de feuilles mortes. Oui, on voit les lâchers sur les toits. À un moment donné, il faut que ce soit crédible que ça se passe à Halloween, donc il faut des petites feuilles mortes. Mais c'était tourné en mai le film. Et donc il y a 12 minutes de plus par rapport au premier métrage exploité. Et l'essentiel de ces 12 minutes, c'est le Dr Loomis à l'hôpital examinant Michael Myers. Ça va être pas mal, ça. Ça aurait évité un film de Rob Zombie, donc. Ça aurait évité un film de Rob Zombie. Ben non, il est bien. Il y a deux films de Rob Zombie qui ont été faits par la suite, donc dans les années 2000, avec un premier qui se focalise sur Michael Myers et avant qu'il ne passe à l'acte, et le deuxième je ne me souviens plus, mais c'est plutôt intéressant. C'est une démarcation intéressante d'Halloween du coup. Ouais, Rob Zombie, pourquoi pas Jean-Pierre Dracula. Ah putain, mais attends, Rob Zombie. Jean-Pierre Dracula. Alors moi je me suis posé une question en voyant le film. Pourquoi La Nuit des Masques? C'est quel le sous-titre de Halloween? Est-ce que c'est le sous-titre américain ou pas? Je sais pas. Non, c'est le titre français, c'est ça. C'est le titre parce que Halloween c'est La Nuit des Masques. Oui, on porte des masques. Parce qu'on a des Est-ce que tu as une autre question intéressante à poser? On peut peut-être terminer sur les suites qu'il y a pu y avoir à ce Halloween. On en parlait tout à l'heure. Furtivement, il y a un élément de scénario qui va apparaître par la suite et faire une. Dans Halloween 2. Dans Halloween 2, où tout à coup on s'aperçoit que Laurie Strode, donc Jamie Lee Curtis pourchassée dans le premier, est en fait la sœur de Michael Myers. Ce qui n'est pas du tout demi-sœur, mais ce qui n'est pas du tout annoncé. Il n'y a aucun élément qui permet de le savoir dans Halloween. Carpenter me dira même là-dessus. Moi, là-dessus, j'ai pas beaucoup de prise. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il a souhaité. Pourquoi est-ce que cet élément a été ajouté par la suite? On ne sait pas. En tout cas, c'est un élément qui sera presque continu. Il sera
regardé dans tous les autres. Ouais, dans tous les autres. Sachant qu'en plus, le deuxième commence quelques secondes après. Donc en fait, d'ailleurs, on n'a c'est pas un parlé élément qui apparaît comme ça. peut-être les gars des plans de la fin là, de ces quelques plans qui sont hyper intéressants où on montre en fait les maisons du quartier sur fond et on revient d'ailleurs à sa maison abandonnée. Sur la seule chose qu'on entend dans le fond sonore, c'est cette espèce de respiration hyper malsaine et qui vient vous donner l'idée que voilà, en fait, on a là où tu disais, ouais, il a définitivement atteint puisqu'il est censé être mort et qu'en fait il a disparu. Le corps est parti. Cette dimension vraiment de croque-mitaine, de monstre absolu et qui peut être absolument n'importe où. C'est un truc je trouve qui est extrêmement simple parce qu'en fait c'est que des plans de maison. Mais rajouter à ce son qui t'a hanté, en tout cas qui t'a bien fait flipper tout le film, c'est extrêmement efficace. Et encore une fois, c'est une idée extrêmement simple mais extrêmement brillante de Carpenter. Et qui répond bien en fait au plan de début en fait. Ouais, carrément. Alors, un peu truc Wikipédia, parce que moi j'ai pas du tout vu les suites. Effectivement, Halloween 2, Carpenter essaye de faire une suite, mais on veut lui vendre l'idée que le personnage joué par Jamie Lee Curtis est effectivement la demi-sœur de Michael Myers, je pense, pour raccrocher aux liens de famille, etc. Il y a d'ailleurs le plan avec la pierre tombale dans le premier, sauf que quand il voit que ça pousse là-dessus, il refuse de réaliser le film. C'est Rick Rosenthal qui le fait, mais Carpenter est avec des braillés, le scénariste et producteur. Le 3 a rien à voir. Effectivement, le 3 est assez... Le 3, c'est en fait, on délaisse complètement le rôle de Michael Myers, l'idée de Carpenter étant de faire une sorte d'anthologie, enfin de démarrer une anthologie sur la base de la fête d'Halloween. Ça marche plutôt pas mal. Non, en fait, ça marche pas du tout, n'importe quoi. Il fait que 12 millions de dollars, mais je pense que le budget devait pas être forcément très important. Halloween 4, le retour de Michael Myers. Alors, on commence déjà à voir dans les titres tout le truc. Ça sent la daube quand même là. Là, t'as aussi Vendredi 13, l'autre franchise qui est en cours. Il faut faire du blé, quoi. De reprendre le rôle. Les trois premiers. Non, elle est pas dans le 3. Le 3 n'a pas grand chose à voir en fait. Elle est dans le 2 quand même. Elle est dans le 2. Dans le 3, elle apparaît pas parce que c'est pas du tout l'histoire de Michael Myers. Elle revient dans 20 ans après. Le 4, effectivement, elle apparaît pas. Il y a que Donald Pleasance qui reprend le rôle de Sam Lewis. Voilà. Pardon. Halloween 5, la revanche de Michael Myers, c'est une suite directe du 4e. C'est un Français qui le fait, Dominique Antonin Girard. Ah ouais. Ouais. C'est assez globalement parce que ça tient pas, enfin c'est pas hyper fidèle. Halloween 6, la malédiction, c'est la revanche, le retour, maintenant la malédiction. Voilà, c'est Moustapha Arad, le producteur du premier, qui est allé aux commandes, et c'est Joe Chappelle qui fait le film. Ouais. Et 88, on arrive au Halloween 20 ans après. Et je crois où il doit être scénariste ou producteur. En tout cas, il a un rôle Carpenter. Donc Jamie Lee Curtis revient, elle est mère de famille. On est toujours sur la poursuite de cette relation demi-frère, demi-sœur. Il y a Alien Résurrection. Halloween Résurrection en 2002. Qui est la suite directe Halloween 20 ans après, qui cartonne là pour le coup. Les deux Halloween 20 ans après et Résurrection, on est quand même à 55 millions de recettes pour le premier et 30 millions, donc ça marche plutôt pas mal. Et ensuite, alors là, c'est un peu what the fuck, ils veulent faire un crossover entre Myers et Jason Binen. Ah, et Binen aussi. Ouais, d'Hellraiser, un peu dans le même mouvement que Freddy contre Jason. C'est du comics, quoi. Oliver Stone est pressenti à la réalisation, sauf qu'il décide d'abandonner le bordel pour faire World Trade Center. Et c'est finalement Rob Zombie qui récupère le truc et qui va finalement abandonner cette idée-là pour faire le Halloween en 2007 et la suite de... il en fait deux, je crois. Ouais, il fait les deux. Donc c'est un remake du premier et du deuxième, quoi. Ah, c'est ça. Ouais, un remake un petit peu particulier quand même, mais parce que alors moi j'ai pas vu. Toi Stéphane, tu les as vus? Oui, ce que je disais, moi j'ai pas de souvenir du 2.
je les ai tous les deux à la maison, mais autant le 1 m'a laissé plutôt un bon souvenir, autant le 2. Mais alors du coup, est-ce que parce qu'on avait parlé, tu vois, de la façon dont on avait été influencé après nous par les slashers, et du coup le fait de revoir certaines choses dans le film. Par exemple, tu parlais de la scène de la cuisine là où le mec se fait planter, où on s'attend à le voir, tu sais, derrière la porte de frigo. Oui. Parce que maintenant, t'as tout dans n'importe quel film, tu vois. Est-ce que du coup les trucs de Rob Zombie, c'est un peu ça? Est-ce que c'est il apporte cette modernité là, lui, dans la mise en scène, etc. Ou non, moi c'est quoi le truc? Comment ça s'appelle, le souvenir que j'ai de ce premier Halloween Rob Zombie, c'est quelque chose qui est pas vraiment un slasher en fait, qui est plus tourné vers l'histoire de Michael Myers, avec une partie slasher en bout de course, mais où il tue sa sœur, quoi. Mais on n'est pas sur un slasher tel qu'on peut l'imaginer, avec un body count et tout ça, quoi. On n'est pas. D'accord. Du coup, le premier Halloween de Rob Zombie, c'est finalement tout ce qui se passe avant la scène d'ouverture jusqu'à la scène d'ouverture. Ouais, c'est ça. T'as une sorte. Oui, c'est ça. Et donc il reprend le dispositif de la caméra subjective. Je me souviens pas. Ça, je me souviens pas. D'accord. Et donc on arrive, et on va en terminer là-dessus, on raccrochera les wagons avec un autre épisode, sur Halloween 2018, donc réalisé par David Gordon Green, avec donc Jamie Lee Curtis. Je cherche le nom du mec qui joue Michael Myers, puisque c'est le même type que celui qui l'incarne dans le film de 78. Ah ouais ouais, c'est le... Ah oui, je savais pas ça. C'est le même alors on peut pas être vraiment dire acteur, mais en tout cas c'est la même incarnation physique. Au scénario, Danny McBride. on sent qu'ils ont vraiment infiltré Hollywood. Ils sont malignous, Des petits malins. Produit par Blumhouse Productions. Donc là aussi on sent que ça commence à pousser aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en attendez de ce film-là? Bah moi, sachant que il efface tout ce qui a été fait entre le Halloween et puis toutes les suites en fait, se passe complètement à la trappe. Et on se situe 40 ans plus tard. Après le premier. Moi, le truc me plaît bien pour deux choses. Pour Jamie Lee Curtis, qui apparemment nous fait une sorte de Linda Hamilton en Terminator 2. C'est ça. Et il y a apparemment ce plan séquence, en tout cas il y a un plan séquence que j'ai vu en partie, donc qui est un peu dans la bande-annonce, et que je trouve extrêmement flippant, puisque ça pousse même encore un peu plus loin. Le côté de Shape, là, le côté un peu je viens chez toi, tu sais pas que je suis là, je ressors, je rentre, etc. Donc voilà. J'hésite, ça me plaît pas, je me casse. C'est un dégueu. Il y a vraiment un peu ça dans la bande-annonce. Je trouve qu'il rentre dans la maison de façon. En plus, tu vois, ils ont été même poussé le truc où tu vois en fait que t'es vraiment soir de la nuit, c'est beaucoup plus animé. En fait, il y a plus de gosses dans la rue, il y a plus d'éclairage. Donc en fait, le mec fait ça en fait vraiment. Voilà, il rentre dans des cuisines qui sont éclairées, il prend des couteaux, il choisit son arme, il passe juste derrière une nana qui ne le voit pas. Enfin, c'est assez. Et le plan est vraiment assez bien fait. Donc, si c'est vraiment ça, moi, ça me plaît beaucoup, en dehors du fait que la continuité de l'histoire me plaît bien, quoi, pour voir ça. Mais par contre, j'attends du coup qu'on m'explique, moi. Le lien de parenté, du coup. Ah non, il n'y a plus. Il n'y a plus, ça. Ah non, du coup. Non. Savoir, c'est sa sœur, c'est pas sa sœur. Ah, mais non, Ken pas, j'en sais rien. Le truc, c'est vraiment une autre explication. C'est la suite directe. Il n'y a pas de lien de parenté entre les deux. On fait abstraction. Ah oui. Non, là, à la fin du premier, visiblement, il a réussi à s'enfuir malgré toutes les bastos qui se prend et la petite chute du balcon. Il est robuste, quand même. Il disparaît, semble-t-il, de la nature pendant 40 ans pour revenir. Alors, comment on verra. Mais non, tu vois qu'en fait, il est réenfermé. Dans la bande-annonce, tu vois qu'il est enfermé. Oui. Il s'échappe à nouveau. Enfin, tu vois ça dans la bande-annonce. Non, mais c'est une nouvelle suite. Dans la bande-annonce, on te montre, en fait, si tu veux, il y a d'ailleurs une scène qui est hyper bien faite, la prison, il est enchaîné au milieu du cours, avec derrière encore un berger allemand qui lui gueule dessus, et donc il y a des mecs qui viennent le voir et ils lui montrent le masque, en fait, ça s'arrête là, et puis tu comprends vite fait qu'il s'est échappé, et qu'en fait, il va revenir. C'est vrai. Et quand elle le sait, du coup, en fait, elle devient effectivement
elle commence à flipper, et tu retrouves vraiment la similitude avec Linda Hamilton, puisqu'en fait tout le monde, tu vois, c'est un peu quand Linda Hamilton annonce que tout le monde va mourir en Terminator 2, on la regarde genre mais t'es bien gentil la barjotte, mais voilà, et t'as un peu cette impression là, sauf qu'elle commence à s'entraîner au fusil à pompe. donc voilà, c'est ça qui a l'air plutôt drôle, mais il me semblait moi qu'il faisait mention qu'elle disait que c'était son frère. Ouais, ils expliquaient pas forcément ce qu'il a fait pendant 40 ans. Ouais, a priori il est enfermé. En 40 ans, et non, il y a 40 ans du coup. Il a été enfermé. On est en 78 le premier, et on part en 2018. Halloween, t'en auras après. Tout ça n'existe plus. C'est comme si Halloween Curtis va rejouer son rôle, mais 40 ans plus tard. Le mec il aura 61 ans. Ouais, bah il a la wesh. Et où le problème? Je sais pas. Bah, regarde les mecs en prison, ils s'entraînent, ils lèvent de la fonte. Donc ouais, non, moi j'ai plutôt hâte de le voir. Je sens que j'ai flippé ma race, mais on ira avec je serai là. Ouais, Je serai là. Tu me tiendras la main. Merci. Moi j'ai déjà donné sur Shining, c'est pas possible. Non, moi j'ai hâte. Vous, non, je sais pas, les gars. Si, moi c'est je suis pareil, curieux aussi. je vais aller le voir, c'est clair. Moi, Justement parce que c'est pas la suite de suite. Ouais. On part de Z et là, en espérant que ça sera chouette, hein, je laisse la chance au produit, comme on dit, quoi. Non, clairement, ça m'intéresse, ouais, à voir. Moi honnêtement je suis pas. Si j'avais pas été voir là hier soir en fait le premier, je pense que j'en aurais eu rien à foutre. Voilà, parce que même malgré la caution de John Carpenter à la musique et à la production, je me méfie toujours de ça maintenant. On sait que comme James Cameron, il a cautionné tout le temps les suites voilà, Terminator, c'était juste pas possible. Donc je me méfie de ça et en général c'est un peu, il cachetonne un peu en faisant de la promo. Donc voilà, c'est pas ça qui me poussera à aller le voir. Après effectivement j'aime bien aussi l'idée qu'ils font table rase de toutes les suites de merde, ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas de niveaux divers de ce qui a été fait par la suite, ouais. Donc je ne sais pas, je pense que je me déciderai. Et le fait que ce soit une production Bleu Max, c'est rassurant pour toi ou pas? Alors Bleu Max, en fait, je suis assez partagé parce qu'ils ont commencé à faire de la merde et puis petit à petit ils ont une vraie ambition. Ah bah oui. Donc voilà, pourquoi pas, les dernières tendances sont plutôt à la hausse niveau qualité. Donc moi j'ai pas tout suivi, mais après Blumhouse, Jason Blum, ce qu'il veut, c'est quand même il y a l'aspect pognon derrière, hein, je veux dire, il est pas là pour faire de l'art, hein, très clairement. Après je suis d'accord avec toi, entre ces premiers ces premiers films là, comment ça s'appelle là, non les trucs de flip là, non, ça c'est James Wan. Non, il fait quoi les trucs de flip là, ou dans Maison Hantée. Paranormal Activity. C'est ça. Entre Paranormal Activity et le Get Out qui est sorti, ou même le fait de reprendre Shyamalan par le col et qui va toi tu viens à la maison et voilà ta carte blanche. Donc il y a une vraie différence entre ce qui pouvait être fait avant et maintenant. Donc tu peux dire que c'est plutôt sympa, mais là en fait il va chercher une franchise, quoi. Donc tu peux te dire c'est pas one shot, hein. Donc voilà, et si c'est pour essorer de nouveau la franchise Halloween jusqu'au bout, tu te dis bon, à voir. Mais toi, la caution Carpenter, elle est simplement la musique, parce que Carpenter, en fait, à la production, c'est ce qu'il dit. Il a donné son autorisation. Il a donné son autorisation. On lui a peut-être fait voir le script. Il a dit voilà. Il a trouvé ça cool. Ouais, mais voilà, ça va pas plus loin. Je veux dire, il a pas bossé. Il a fait la zik. Et d'ailleurs, je crois même qu'il leur a interdit, ou il leur a fait comprendre qu'il fallait pas qu'ils prétendent le contraire, qu'ils essayent pas de lui faire endosser un rôle plus important que n'a été le sien dans la production. Alors effectivement, il a pris visiblement un pied pas possible à faire la musique, mais il a lu le scénario, on lui a donné son autorisation, il était cool. Ce qui est hyper malin de la part de Jason Blum de dire mais regardez, voilà, on a quand même le boss qui revient et qui nous fait la musique, et puis voilà, enfin tu vois, dans toutes les interviews, il y a pas mal d'interviews là dans les revues spécialisées, à la fois de réalisateurs, de Blum et de Carpenter. Carpenter fait de la langue de bois quand même. Ah bah tu sens qu'il est sur des... Il veut pas dire que c'est de la merde, mais du coup il dit plutôt ah mais là, c'est pour ça que je trouve que ces interviews en ce moment avec Carpenter, je les trouve pas spécialement très intéressantes, parce que il délivre pas grand chose quand même, si ce n'est que écoutez, moi je fais de la musique, ça me plaît, le reste m'intéresse plus beaucoup. Ouais, c'est ça.
Tu vois, il délivre pas des messages aux générations. Rien. C'est pas comme le commandant Cousteau en fait. Ah mais il y a une vraie différence. Ouais, Il y a une vraie différence. C'est une question de génération. Tu lui mets un petit bonnet rouge. Il est quand même moins fit que. Bigger than the bodies. Ah puis ce serait ridicule les cheveux blancs qui dépassent du bonnet rouge. Non. Bah, il peut les remonter en chignon, toi, derrière, dans le bas. Ah tu veux. Putain, un catogan quoi. Et d'ailleurs les mecs, dans 1 heure. Cyril. Dans 1 heure. Ouais, tu il peux la arrive sur parole scène. parce qu'il y a Cyril là-bas. Cyril, Respecte ton ami. t'as envie de le voir ou pas? De voir le. Non. Si, pourquoi pas. Si, pourquoi pas. Après, moi, j'ai juste le côté très vintage, très old school de celui qu'on a vu hier soir m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est vrai que mettre une couche de modernité là-dessus, ça je sais pas. Là, j'ai beaucoup aimé le grain, j'ai beaucoup aimé l'univers 70 et tout. Donc voilà. Donc à voir peut-être. Après, moi, je connais pas les maisons de prod et les réalisateurs, mais oui, parce que j'ai vu celui-ci, j'irai sûrement voir le. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de double. Toi, de soirée, en tout cas sur Nantes. Ah, bah peut-être que ouais. Ah, bah c'est pas impossible que ça se fasse. Hein. Ouais, les deux. Ouais, ça pourrait être. Bah, alors là, c'est l'avantage de l'avoir vu là. Du coup, ça donne. Il sera bien frais dans nos têtes. Ce sera plutôt sympa. Ouais, surtout que c'est une copie restaurée, donc il y a moyen qu'ils ressortent. Oui, à peu près partout. Ouais. Mot de la fin. Mot de la fin. Fin. On y va. On va voir. C'est parti. John en vrai pour au synthé. Putain. On va essayer de récupérer des gouttes de sueur et. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est des médiators. Non, c'est que faut pas prendre le de mèche concert- ou de. Non, c'est on mal ce type-là. Le concert n'est pas un concert de ses albums qu'il a pu faire parce qu'il fait de la musique de son côté et ça sent une bande originale. Là, c'est le concert de CBO, donc ce qui est d'autant plus tripant et moi j'en peux plus. Eh ben, On y va. Ça va être. Oui, on y va. Sven, t'es là ? Ouais. Allez. Merci à vous d'avoir écouté. Donc, vous l'aurez compris, il y aura un autre podcast d'ici la fin du mois d'octobre dans lequel on reviendra sur le concert. On vous en dira Sur Predator, d'autres, certainement. T'as pas le choix, mec. Effectivement, entre-temps, on stat entre First Man et Predator. C'est Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ah ouais, non, tu nous as fait chier avec Shane Black, on va régler ça. Moi j'annonce, ça va fighter. Et voilà, en tout cas, il y aura La fin de l'arnaque Shane Black. Voilà. Mais non. Si. Voilà, en tout cas, il y aura un autre épisode sur Halloween, donc on décortiquera le Halloween 2018. En tout cas, merci à vous, merci La Rochelle, c'était épique. C'était surprenant, on va dire ça comme ça. Voilà, ça a été pas sans déboire, parce que entre le podcast de 2h30 qui est complètement passé à la trappe. Attends, celui-là est pas encore enregistré. Oui, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Donc on voilà. va se quitter. Les bras de fer dans les bars, wow, faut vivre dangereusement quand même à La Rochelle. Hein. En tout cas, voilà, c'était très cool. Merci à vous pour l'accueil. Je pense qu'on reviendra. C'est garanti. La question se pose. En tout cas, à toi qui fais des bras de fer dans des bars, change pas. Mais Ça va bien se passer. Mais t'as fait peur à Stéphane. Limite plus que le mec d'Halloween. C'est à dire sur l'époque moderne dans laquelle on vit, quoi. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve à bientôt, donc semble-t-il, pour Predator avec les chiens Predator, les grands Predators et les petits Predators. Voilà, c'est ça. Sympa. Ça va être bien. Allez, salut tout le monde. Salut. Listen to me.